L'idée, c'est que tu aies de l'impact et de la valeur ajoutée. Moi, si je me sens inutile, je suis pas heureuse. On sait, en entreprise, les RH n'ont pas forcément bonne réputation. Il y a quand même pas mal de bashing RH. On n'est pas des sauveurs, mais on n'est pas non plus des flics. En fait, on est des partenaires. Tu vas faire un suivi d'intégration le matin, un entretien de licenciement l'après-midi, tu vas participer à un projet un peu plus structurant sur l'IA en milieu de journée. C'est jamais pareil. Donc pour toi, c'est quoi les grandes missions du HRBP aujourd'hui ? Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous recevoir pour un tout nouvel épisode de People Place. Et aujourd'hui, je reçois Émilie. Salut Émilie. Salut Maud. Tu es HRBP chez Cegid. Toi, tu as commencé ta carrière dans les RH il y a 19 ans maintenant. Eh oui, déjà. Et tu es désormais donc HRBP, comme j'ai dit, chez Cegid depuis 2023, donc une entreprise éditrice de logiciels qu'on connaît bien, pour accompagner donc les entrepreneurs, qui a été créé puis revendu, en tout cas par Jean-Michel Aulas. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de toi, de ton rôle, de ta vision des RH, des conseils aussi pour trouver en tout cas son équilibre dans son métier. Et donc, avant de commencer, peux-tu nous dire comment as-tu découvert les RH ? Alors, comme beaucoup de personnes, complètement par hasard. En fait, j'ai fait un job d'été à la CAF de Lyon, dans un service du personnel. Donc oui, ça s'appelait service du personnel. Et en fait, c'était en quelle année ? Oula, c'était pendant mes études à la fac, donc dans les années 2005-2006, par là. Et donc, du coup, moi, justement, j'étais à la fac, je ne savais pas spécialement encore ce que je voulais faire. Et donc, j'ai vu, au-delà de l'administratif, parce que c'était un job d'été, que finalement, c'était quand même un service important, qu'il y avait des enjeux humains. Et du coup, j'ai un peu creusé tous les services un peu périphériques et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et effectivement, comme à Lyon, on a une école privée en RH, j'ai postulé et puis j'ai commencé comme ça. Donc, premier stage pendant mon bachelor en recrutement, alternance en recrutement aussi. Donc, tu as commencé par le recrutement. Ouais, tout à fait. Stage, c'était du recrutement basse qualif et alternance, l'inverse, du recrutement d'ingénieurs qui travaillaient sur le nucléaire, donc vraiment rien à voir. Donc, assez diversifié. Et puis, j'ai cherché mon premier job. Je n'ai pas trouvé tout de suite. Le marché de l'emploi RH n'est pas forcément hyper simple quand on est jeune diplômé. Et donc, j'ai commencé par un CDD dans l'industrie, sur du recrutement, de l'admin. Et puis, finalement, je suis passée dans un grand groupe industriel par la petite porte. Et j'y suis restée 7 ans, jusqu'à un poste de responsable de formation. Et c'est un peu plus tard juste après que j'ai basculé sur le métier de HRBP. Et entre-temps, tu as quand même eu un rôle aussi de responsable RH. Donc finalement, t'es allé en tout cas, entre guillemets, au boss de fin, on va dire. Et puis t'es repassé HRBP. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus aussi d'hommes et de femmes dans le monde RH qui visent des postes, en tout cas de direction, et puis font potentiellement machine arrière dans un moment de leur vie. Raconte-nous, toi, les moteurs de ce changement en 2021. Ouais. Alors, quand j'étais responsable formation, déjà, il y avait des HRBP chez ABB. Et moi, j'étais quand même en début de carrière et ça me faisait un peu rêver. Je me disais, c'est hyper chouette. C'est des personnes qui sont écoutées, qui sont hyper pertinentes, qui sont assises au CODIR, près des organes décisionnaires, qui comprennent leurs enjeux, les métiers, etc. Et moi, en étant sur une fonction très transverse, très experte, en fait, j'étais un peu loin du terrain et j'avais vraiment envie d'aller là-bas. Donc, j'ai repris mes études. Quasiment 10 ans après, j'ai fait mon Master 2 parce que finalement, je me suis dit, il y a vraiment besoin d'une vision 360 degrés quand tu es HRBP et ça me manquait complètement. Et puis aussi de fondamentaux. Typiquement, tout ce qui est juridique, ça me manquait vraiment. Donc, j'ai eu l'occasion de le faire. Et puis, il ne faut pas confondre ou opposer RRH et HRBP. J'aime bien ça, ouais. En fait, c'est deux termes qui sont parfois opposés et parfois, en fait, c'est exactement la même chose. Ça va vraiment dépendre de la place que l'entreprise donne à la RH et puis parfois de sa taille. Donc, moi, la partie direction RH, c'était pas ce qui m'attirait. Le côté
pouvoir, grosse autorité, etc. C'était pas vraiment ça qui m'intéressait. La partie qui m'intéressait sur le côté HRBP, c'était d'être proche du terrain. Ok, et donc finalement, toi, tu t'es dit, je suis passée par ce poste de RRH, c'est finalement parce que j'imaginais, entre guillemets, et donc tu as pris un poste de HRBP pour être au cœur, c'est ça, de l'entreprise. Qu'est-ce que t'aimes finalement dans ce métier de HRBP? Ce qui me plaît dans le métier de HRBP, c'est d'être proche du terrain et de comprendre les enjeux et le périmètre. On a vraiment un rôle 360, on traduit les enjeux stratégiques de l'entreprise en politique RH, on fait appliquer ces politiques RH, parfois on a un peu la casquette police malheureusement, mais pas la casquette police dans le sens tu dois appliquer parce que c'est la règle, plutôt dans le sens on veut de l'équité, on veut donner du sens aux décisions qui sont prises et d'être proche du terrain, des managers, de les aider dans leurs problématiques quotidiennes, c'est hyper intéressant. Le métier de HRBP, au-delà de l'aspect stratégique, ça reste quand même dans la tech, on parle souvent de run et de build. En fait, c'est du run. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Tu vas faire un suivi d'intégration le matin, un entretien de licenciement l'après-midi, tu vas participer à un projet un peu plus structurant sur l'IA en milieu de journée, une réunion ou un codir le lendemain. Enfin, c'est jamais pareil. Donc pour toi, c'est quoi les grandes missions du HRBP aujourd'hui? Le HRBP, pour moi, il est vraiment là pour aider l'organisation à, en fait, être performante. Et en fait, une organisation performante, elle peut pas être performante sans les hommes qui travaillent, et les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise. Et donc, nous, c'est qui va aider ces hommes et ces femmes à être performants dans l'entreprise? En fait, c'est les managers. C'est pas les RH, c'est vraiment les managers. Donc, les managers, on doit les outiller pour ça. Ils doivent permettre, en fait, ils doivent avoir des équipes qui sont engagées, qui vont se développer. Et en fait, tout cet environnement, tout cet écosystème-là va faire en sorte que les personnes seront performantes. Nous, HRBP, on va conseiller ces managers, on va comprendre leurs besoins, leurs enjeux, ce dont ils ont besoin, et en fait, on va aussi les aider à décider. Et là où C'est une sorte d'alter ego, en fait. Ouais, c'est vraiment du partnering avec le manager, c'est hyper important. On n'est pas là pour faire à sa place et on n'est pas là pour lui dire oui à tout, même si ça peut être parfois difficile. Nous, on est là en fait pour sécuriser les décisions qui sont prises, parce que c'est hyper important. On est quand même dans un cadre législatif. En France, oui, là, surtout dans les grands groupes, mais même dans les petites structures. Et on a besoin de sécuriser toutes les décisions qui sont prises par l'entreprise, par les managers, pour que finalement l'entreprise elle soit capable de grandir, elle soit capable de délivrer, de croître dans des bonnes conditions. Mais est-ce que par exemple c'est toi qui gères l'onboarding d'une personne ou pas du tout? Alors, dans une grande structure, souvent, tu as plein de services d'expertise. Okay. Donc, tu as plein de fonctions qui sont un peu diluées dans plein de services d'expertise. Nous, on est là pour faire le lien. Si tu veux, tout le process d'onboarding, c'est-à-dire... je reçois mon mail HDI -5 avant mon arrive et j'ai mon contrat, mon matériel, mon machin. Ça va être une responsabilité entre le manager et puis des services d'experts. Voilà. Moi, par contre, je vais rencontrer les nouveaux. Je vais faire un point, je vais demander comment ça se passe, je vais prendre le pouls du terrain. Est-ce que le manager l'a bien accompagné? Qu'est-ce qui lui manque? Est-ce qu'il y a déjà un risque d'une rupture de période d'essai? Est-ce que la personne elle est au bon endroit? Comment elle va? De quoi elle a besoin? Est-ce qu'il faut qu'on envisage déjà un accompagnement de montée en compétences? Voilà. Ouais, donc tu fais le lien avec, donc tu conseilles les managers, mais aussi tu t'assures que les salariés, même ceux qui sont déjà en place, ça va. En fait, tu fais des check-up aussi avec eux, j'imagine. Ah bah complètement. Ok, hyper clair. Comment ça s'organise alors un département HRBP? C'est quoi la différence alors avec responsable RH? En fait, dans certaines PME, le responsable RH a un rôle un peu global et il peut être un peu... je fais appliquer les process. Et c'est admin, et il peut même avoir une équipe à manager, etc. Mais vraiment, l'intitulé, pour moi,
c'est ça vraiment, compte pas, en fait. ça compte pas. Okay. Ouais. Ce qui compte, c'est la position et la posture et la place qu'on donne au HRBP dans l'entreprise. Si on a un RRH, un DRH, un HRBP, ça dépend de la taille de la structure ou de l'intitulé. Donc, tu peux être dans une petite structure, pas forcément prendre un RRH et prendre un HRBP à la place. Complètement, carrément. Et si tu mets vraiment la notion de business partner au cœur de ta stratégie RH, c'est là où tu vas voir la différence. Ça veut dire que ton HRBP, il est au CODIR. Et puis s'il est au CODIR, il n'est pas là juste pour faire la plante verte. Il est là pour participer aux décisions, être entendu, il a sa place. Et ça, c'est hyper important. Donc, tu peux avoir des HRBP au COMEX, au CODIR. Complètement. Okay. Alors, dans une grande boîte, au COMEX, ça va peut-être être un Head of People, un VP, un DRH. Mais tu as des N-1 du CEO qui ont leurs propres instances de gouvernance. Et là, le HRBP a toute sa place. Parce que là où le HRBP va être bon, c'est quand il va connaître son périmètre. Un HRBP de sales, il ne va pas travailler de la même manière qu'un HRBP de population tech. Moi, aujourd'hui, j'accompagne un périmètre d'environ 250 personnes, mais je suis montée au double au gré des réorganisations chez Cégide. Toi, pour 250 personnes? Ouais. Waouh, ok, c'est énorme. Avec tous les services experts en support qui sont hyper importants, mais le point de contact des managers d'une population tech, c'est aujourd'hui moi. Et donc, un ingénieur Java, s'il a un problème, il va te voir. L'engineering manager, s'il a un problème, il va te voir, entre guillemets. Alors, l'ingénieur Java, il va aller voir son manager avant, parce qu'on ne va pas le déresponsabiliser. Oui, t'as raison. mais effectivement, les EM, les responsables R&D, les directeurs, ils vont venir me voir moi, ouais, complètement. Et si tu veux, moi, quand je suis arrivée dans la tech, comme j'ai fait 8 ans d'industrie, j'y connaissais rien. Et on m'avait donné comme mission première d'être hyper proche des équipes cloud. Et en fait, le métier cloud, c'est pas souvent connu. Le fait qu'on soit dans une très grande structure avec, je sais, plus de 100 produits chez Cégide fait que du coup, tu as besoin d'une structure de production cloud énorme. Donc, on a une très grosse équipe cloud et c'est ce qui fait tourner la boîte. Parce que si ton logiciel, il n'arrive pas à se connecter, ton client, il n'est pas content. Donc, tu vois, c'est hyper important. Et on m'a demandé d'être vraiment en proximité d'eux. Donc, en fait, mes 6 premiers mois, une fois par semaine, au lieu d'être sur l'open space de la DRH, j'étais dans l'open space du cloud. Et du coup, j'allais discuter un peu avec eux. J'étais proche des managers. Ils pouvaient me voir. C'est plus facile d'aller voir quelqu'un quand tu es sur place. Et puis, c'est pareil, dans leur gouvernance, ils ont un mini CODIR à leur niveau tous les lundis après-midi. J'y vais à chaque fois. Et même si j'ai pas de sujet RH, j'y vais et je continue à le faire parce que du coup, je me nourris vachement de ce qu'ils vivent en fait, de leur réalité terrain. Ça veut dire que moi, après, quand je vais devoir donner du sens à mes process RH qui doivent être appliqués, je vais l'adapter à ce dont ils ont besoin. Et puis, à l'inverse, je vais repérer là où il y a des vrais sujets. Typiquement, les métiers du cloud sont complètement en transfo aujourd'hui. Les compétences du cloud d'hier, c'est pas du tout les mêmes compétences qui sont sur le marché. Et donc, je vais pouvoir aussi alerter et aller voir mes services experts en disant peut-être que là, sur le plan de dev de l'année prochaine, on va arrêter de former sur Azure parce qu'en fait, on va migrer sur AWS. Je donne des exemples un peu un peu techniques. Mais tu m'aurais demandé ce que c'est Azure il y a 5 ans, je ne savais pas du tout. Et c'est là où tu as de la valeur ajoutée. En fait, l'idée, c'est que tu aies de l'impact et de la valeur ajoutée. Moi, si je me sens inutile, je ne suis pas heureuse. Et c'est ce que j'aimais bien, en tout cas, quand tu nous partageais en préparant l'épisode, c'est finalement, pour toi, être RH, ça va au-delà du titre, au-delà de notre métier. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu cette vision que tu as des RH ? Ouais, tu as besoin de technicité et de compétences techniques. Typiquement, si tu n'as pas les fondamentaux juridiques, tu vas pas sécuriser les décisions et en fait, tu vas te retrouver avec des gros problèmes. Et peut-être un contentieux, peut-être une équipe qui va mal tourner et à la fin, c'est toujours le business qui va en partir. Et c'est toi qui es responsable de ça. Un peu quand même, ouais. Donc c'est important que tu aies des compétences techniques, juridiques. Mais par contre...
la partie terrain, discussion avec les autres métiers, c'est pas juste j'ai des réunions pour papoter, des rituels avec mes managers juste pour papoter. C'est un état d'esprit, c'est de quoi tu as besoin, ok. Moi, j'ai besoin que tu fasses ça. Pourquoi j'ai besoin que tu fasses ça? C'est pas juste comment ça va aujourd'hui. Et puis, tu récupères aussi de la data. Tu peux leur dire, bah tiens, ton taux d'attrition, il est pas très bon depuis 6 mois. Et là, l'idée, c'est que ça te serve à prendre une décision derrière, d'avoir cette data, ce KPI. C'est pas juste pour dire, coucou, mon taux d'attrition, il est bon. Tu vois, finalement, ça, je m'en fiche. C'est plutôt qu'est-ce que ça te dit du service, que le taux d'attrition soit bon, soit pas bon, etc. Donc pour moi, c'est ça qui est hyper important. Et j'ai des services experts qui vont m'aider. Et en fait, c'est OK si on me pose une question et que je ne sais pas répondre. En fait, c'est pas grave, je ne peux pas être experte de tout. Je dois avoir la vision 360, mais je ne peux pas connaître... Je peux pas tout connaître, c'est impossible. Bien sûr, ouais. Ouais. Et ça, c'est chouette de se dire que finalement, la fonction RH, c'est plus forcément un titre de poste, finalement, puisque tu disais qu'en effet, des responsables RH peuvent faire le rôle du HRBP, HRBP peut faire le rôle du responsable RH. Donc, que en fait, finalement, c'est un ensemble de compétences dont qui servent le manager, qui est au service du manager, mais aussi, là, je serais ravie d'avoir ton avis, au service du salarié ou pas, finalement? Complètement, parce que ton salarié, s'il n'est pas bien, s'il n'a pas les bons outils à disposition, s'il a un management un peu délétère, s'il n'a pas les bonnes compétences, tout ça, en fait, il ne va pas être performant. Et puis, soit tu vas avoir, je ne sais plus comment on appelle ça, le bore-out, ou de la démission silencieuse. Si tu veux, il va rester là, mais il ne va plus faire grand-chose. Il ne va plus être très productif. Donc, ça ne va pas bien servir à l'entreprise. Soit il va partir. Donc, c'est pas l'objectif. Et puis, il faut pas se leurrer. Si on fait des RH, c'est aussi qu'on a l'humain un peu en nous et le service client. Donc, on a envie que les gens soient bien. Et moi, je serais pas bien dans une entreprise qui a pas des valeurs humaines qui sont fortes. L'avantage que j'ai chez Cégide, c'est qu'on a des valeurs qui me parlent, notamment sur tous les sujets d'E&I, sur les sujets du handicap. On a plus de 2000 personnes en France, on arrive quand même à atteindre notre 6%. Bravo. Et si tu veux, ça, on le fait pas juste pour le chiffre, en fait. On le fait parce que c'est quelque chose d'important pour nous et c'est des valeurs qu'on porte au quotidien. Donc, les personnes, quand elles sentent tout ça, elles se disent, oui, je sers à quelque chose, je suis pas juste une case dans un organigramme. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt des choses qui te donnent envie de continuer, quoi, qui te motivent. Mais toi, tu te sens plus au service du manager dans ton quotidien ou plus au service des salariés? Finalement, la RH, aujourd'hui, tu dirais quoi? Non, parce que les deux peuvent pas s'opposer. Les deux peuvent pas s'opposer parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le manager, son objectif, c'est que son équipe, elle fonctionne pour atteindre ses objectifs et être performant. Le salarié, il vient pour gagner un salaire, mais il vient pas pour s'ennuyer non plus. Il vient pour être reconnu, pour se développer, pour apprendre et pour produire quelque chose qui a de l'intérêt. Donc, moi, au milieu, s'il y a un conflit, c'est pas je prends le parti du manager. C'est pas parce que on fait partie d'une direction RH qu'on est proche des dirigeants qu'on sous-estime ce que vivent nos collaborateurs. Donc non, on est censé être quand même assez neutre et impartial sur ces sujets-là. Donc tu essaies de garder en fait une posture neutre dans ton quotidien de HRBP et de tout faire en fait pour aider le manager à bien gérer son équipe. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est hyper important et il n'y a rien de plus satisfaisant de voir un manager qui n'était pas à l'aise avec plein de sujets. On parle beaucoup du courage managérial. C'est vrai. Et ça, c'est franchement pas facile. Moi, j'en ai pas beaucoup des exemples modèles de courage managérial. Qui remettent vite le sujet. Les RH m'ont dit que le télétravail, les RH m'ont dit que machin. Non. Le classique, ouais. Voilà. Non, en fait, tu fais partie d'une direction, d'une entreprise, d'un collectif. Tu dois faire appliquer ces règles collectives pour que tout le monde fonctionne bien ensemble.
Si tu commences à dire que toi, dans ton service, ça sera différent, en fait, ça marche plus. Donc, c'est ce genre de choses qu'on doit leur apprendre. Ben oui, parfois, en tant que manager, en fait, c'est ton job, t'es payé pour ça. Tu vois, porter une décision pour laquelle t'es pas fan, ben en fait, tu expliques pourquoi elle a été prise, cette décision, parce qu'elle n'a pas été prise forcément pour de mauvaises raisons, même si t'es pas d'accord. Euh, et puis tu lui donnes du sens, et puis tu la fais appliquer, c'est parce que c'est ton job. Après, à toi de le faire de manière humaine, à toi de le faire correctement, d'avoir le bon wording. Donc nous, là, on va être un peu comme des coachs, qu'on va les accompagner, leur faire comprendre l'importance de porter ce type de message. Mais c'est pas simple, on demande beaucoup à nos managers, hein, Ouais, Ouais, c'est pas simple. c'est une fonction qui fait de moins en moins rêver, en tout cas, le rôle de manager. Comment tu as appris, toi, à maîtriser un peu les codes de la RH, avoir des discussions difficiles, l'intelligence émotionnelle, tous ces sujets que finalement, à l'école, on nous apprend pas forcément. Le terrain, comment ça se passe, ouais. Beaucoup d'écoute. Faut laisser les gens parler. Et puis, il faut s'inspirer. Moi, dès que je vois quelqu'un qui a une bonne pratique, bah, je me le note dans un petit coin de ma tête en me disant, ah oui, là, c'est la bonne posture. Là, c'est un exemple de leadership. Là, c'est une expertise qu'il va falloir que j'aille creuser. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai que la posture, ça s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend avec l'expérience, le terrain. Après, c'est de planter aussi, et puis recommencer un peu avec la bouteille, ouais, je pense. Ouais, c'est accepter sa vulnérabilité en tant que RH aussi. Ah bah complètement. Ouais. Ok. Et donc, toi, au niveau des équipes, comment tu les manages alors au sein notamment d'une grande entreprise comme Cégide? J'imagine que vous avez des process, des méthodologies. Plonge-nous un petit peu dans les process, dans les process RH, ouais, les leviers peut-être de décision. Ouais. Ce qui est hyper important déjà en tant que HRBP, comme je te disais, c'est que tu aies déjà une place dans un organe de gouvernance et de décision. Parce que sinon, tu comprends pas ce qui se passe et pourquoi tu dois le faire. Donc ça, déjà, je pense que Donc ça peut être RH ou ça peut être, par exemple, là dans le cloud. Ouais, carrément. Moi, cloud. typiquement, pendant 2 ans, j'ai géré des équipes de product management. Il y avait un CPO, il avait son codir, je faisais partie du codir. Très clair. Là, au niveau du cloud, c'est une leadership team. On s'en fiche du nom. C'est comme un mini codir. C'est un peu la même chose. Donc ça, finalement, faut pas, même s'il y a entre guillemets un grand codir de direction, un manager peut organiser son propre mini codir. Oh bah ouais, complètement. Et puis c'est hyper important parce que c'est du collectif, c'est de la prise de décision commune, c'est de l'animation managériale. Avec ses team leaders, etc. Fait, ouais. Ok, génial. Donc ça, je fais ça. Ça, pour moi, c'est hyper important. Ensuite, j'ai des rituels avec les managers. Parce que surtout quand tu as une grosse population, il faut que tu gardes le lien. Des fois, on dit, bah, j'en entends pas parler, c'est que tout va bien. Pas forcément. C'est peut-être que tu as aussi des loups un peu cachés. Donc, non, moi, j'ai des rituels avec les managers en fonction de leur actualité. Ça peut être juste une demi-heure par mois. Bah, il y en a d'autres, c'est 1 heure toutes les 2 semaines. Mais je garde le lien. Ça me permet de parler de l'actu RH, des campagnes en cours, d'entretien annuel, de développement de salary review, tous ces sujets. Ça me permet de prendre un peu le pouls, de comprendre un peu les réorgs, les points d'attention à avoir, les frictions dans les équipes. Donc ça rythme pas mal. Et puis après, il y a la data. Et ça, je pense que c'est sous-utilisé. Même moi, des fois, je me dis, mince, j'ai des choses à disposition, je devrais plus m'en servir. Un taux d'attrition, un turnover, de l'absentéisme, un nombre de mobilité, un time to hire. Tu vois, il y a plein de choses. Nombre d'arrêts maladie, complètement. Ouais. Et ça, à un moment donné, de se poser, de regarder ces KPI, ces data, ça te permet vraiment de prendre le pouls, en fait, et de dire, il va peut-être falloir qu'on oriente peut-être nos décisions plutôt à gauche qu'à droite. Et ça, de le mettre sous les yeux des managers et de leur expliquer à quoi ça sert. Ouais. En fait,
tout le jeu, c'est vraiment de leur dire qu'on n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues, on est vraiment là pour les outiller. Un manager qui n'a pas envie de faire des entretiens annuels, ça le saoule. Les objectifs, ça le saoule. Bah, en fait, il faut lui expliquer comment tu vas piloter la performance de ton équipe si tu n'as pas des objectifs et puis ben, si tu n'en discutes jamais avec tes collaborateurs. Toi, manager, on attend de toi que tu fasses aussi des rituels avec tes collaborateurs. Ne me dis pas, je le vois tous les jours dans l'open space, donc en fait, je sais qu'il va bien. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, le collaborateur, au bout d'un moment, il a peut-être aussi besoin de te parler dans une salle, à part, un Teams, peu importe. Là, je parle au bureau, mais c'est pareil à distance, sans avoir toute l'équipe à côté, dans un moment dédié pour ça, où c'est qu'il a le droit d'aborder certains sujets. Et toi, manager, tu vas pas avoir plein de signaux faibles si tu fais pas ça. Et puis, comment tu vas pouvoir le remettre sur le droit chemin si c'est un peu éloigné de ses objectifs? Puisqu'en fait, ça arrive, les objectifs, ils sont changeants. On se réorganise, on a un nouveau projet qui arrive. En fait, de se poser au moins une fois par mois, tiens, c'était quoi les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année? Ah ouais, on l'a peut-être un peu mis de côté, va falloir peut-être qu'on s'y remette. Et en fait, tous ces sujets, c'est des outils qu'on leur donne aux managers. On n'est pas là pour leur imposer des choses, en fait. On est là pour les aider à bien piloter leurs équipes. Il y a peut-être aussi un sujet de fond qui est intéressant, c'est parfois on fait pas des bonnes promotions de managers aussi, c'est-à-dire que voilà, le management c'est pas quelque chose qui est forcément inné, c'est plutôt quelque chose qui est plutôt acquis et de parachuter des managers qui ne sont pas formés, voilà, et d'avoir ce type de retour, dire voilà, moi j'ai pas envie de faire d'entretien annuel, mais peut-être avant de les parachuter au niveau de manager, c'est de leur donner voilà les codes de l'entreprise et que c'est en fait un non négociable en fait dans ton rôle de manager. Ouais, tout à fait. Nous, on a ce qu'on appelle un leadership model. Et en fait, effectivement, tout le cycle qu'il y en a, qu'ils appellent le cycle RH, bah, nous, on va l'appeler le talent cycle. C'est pas le cycle RH, c'est le cycle pour que tes talents, ils fonctionnent bien. Et toi, en tant que manager, tu es un peu garant de tout ça. Et donc, du coup, on leur explique qu'est-ce que nous, organisation, on attend du manager chez Cegid. Et ça, c'est clé finalement. Ah ben c'est clé. Ouais. C'est clé parce que sinon, d'une équipe à l'autre, tu as déjà deux managers qui fonctionnent pas correctement. Et puis en plus de ça, ben, ce que tu attends chez Cegid, c'est pas forcément ce que tu attends dans l'entreprise d'à côté. Tout à fait. Donc même quelqu'un que tu recrutes en externe qui a déjà été manager, qui a quand même des bonnes pratiques, il va quand même devoir adapter ses pratiques à la culture d'entreprise. Ouais, très clair. Et souvent, on voit aussi dans certaines entreprises, voilà, la RH est pensée au niveau groupe, et puis donc tous les process, etc. Et c'est indigeste entre guillemets à mettre en place sur le terrain. Et donc le HRBP, c'est ce noyau qui doit mélanger les deux. Comment ça se passe? Parce que des fois, beaucoup de choses sont pensées en format groupe et moins en format peut-être entité locale. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est souvent là qu'il y a un peu de friction sur le métier, ouais. Parce que nous, le HRBP. Ouais, complètement. Parce que nous, on est... des fois, on peut se dire, effectivement, le process qui a été pondu par nos collègues qu'on adore, il est pas réaliste pour le terrain. Comment ça se passe alors là, ouais? Là, c'est à nous d'alerter. C'est à nous de faire remonter, de faire du feedback, du REX, parce que c'est hyper important. Et puis, soit ça fonctionne, on est entendu et on peut faire évoluer les choses. Soit parfois, elles peuvent pas évoluer parce qu'on peut pas non plus s'adapter à tous les services. On doit quand même avoir une ligne directrice commune. Donc là, à ce moment-là, il faut qu'on soit capable de donner le sens, en fait. Et c'est de traduire ce côté stratégique en terrain, en fait, en réalité de ce qui est vécu. Et comment ça se passe si toi, par exemple, en tant que HRBP, t'es pas forcément d'accord avec la politique, la nouvelle politique du groupe? C'est une question compliquée, ça. Est-ce qu'on est corporate ou pas? Nous, en tant que RH, parfois, on n'est pas d'accord sur tout. Non, c'est clair. Non, faut être honnête, on n'est pas d'accord sur tout. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi ça a été mis en place. Donc, c'est à toi d'aller chercher l'info. Il faut aller chercher l'info, il faut comprendre, parce que si on n'est pas à l'aise, ça va se sentir après au niveau des opérationnels. C'est ça, tout à fait. Donc, faut le comprendre, faut donner le sens. Après, on a aussi le droit de dire, je sais pas.
En fait, c'est pas moi qui ai décidé, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et en fait, si tu veux plus d'informations, ben, tu vas voir ton boss et lui, il va voir son boss au-dessus. Et puis l'autre, il va voir son C-level, son dirigeant. Ça dépend de ta structure. Parce qu'en fait, tu as le droit de pas savoir et de pas avoir été décisionnaire sur le sujet. Donc, tu peux expliquer pourquoi. Et puis, ben, des fois, tu sais pas pourquoi. Il faut accepter de pas savoir, en fait. Et que lui aille chercher aussi les infos s'il en veut plus, quoi. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, on est le point un peu facile. Des fois, on peut être un peu le psy de certains managers qui viennent se confier, etc. Mais on n'est pas décisionnaire de tout, en fait, en tant que HRBP. Très clair. Quels sont un peu tes indicateurs clés, toi, pour notamment piloter la performance, qui est quand même quelque chose qui est assez, tu vois, abstrait finalement. Comment qu'est-ce que vous avez mis en place, en tout cas peut-être chez Cegid, pour évaluer ce niveau de performance? Ouais, ben, les entretiens annuels, chaque année, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, il faut arriver à avoir des managers qui vont évaluer de la performance de manière équitable. On a toujours connu le manager qui, finalement, a plutôt tendance à dire qu'il a que des cadors et que des top talents, et puis un autre manager qui est hyper sévère et c'est hyper compliqué d'atteindre ses 100%. Donc, l'objectif, c'est finalement que tout le monde ait un peu la même grille de lecture et d'essayer d'aligner un peu ces niveaux de performance, mais c'est pas simple. Et vous faites des évaluations de performance, par exemple, tous les 3 mois, ou c'est vraiment, vous avez des objectifs C'est annuels? assez classique chez nous, c'est plutôt l'objectif annuel. Par contre, on a un module conversation continue qui nous permet d'en parler tous les mois, par contre. Après ça, on le laisse à la main du manager. Donc, en fait, chaque salarié a un objectif, a plusieurs objectifs à l'année, mais l'objectif peut parfois changer. Complètement, et c'est OK en fait. C'est OK, on va pas être dogmatique sur l'objectif de janvier qui est différent de décembre, surtout dans les contextes actuels. C'est ça. Dans l'édition de logiciels, avec l'IA, avec tous ces sujets qui font que tout se transforme, tous les métiers se transforment, tes projets sont arrêtés, t'as un nouveau qui sort et puis tu changes de chef et puis tu vois. Oui, il y a beaucoup de changements. C'est clair. Donc en fait, heureusement qu'on est un peu agile. Donc c'est tous les mois, il y a des conversations qui se font entre le manager et le salarié. Nous, c'est ce qu'on demande en tout cas. Ok. Et c'est des choses que vous checkez ou pas forcément? Non. Non, ok. Non, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu peux pas faire la police sur tout. Tu dois aussi responsabiliser le management. Et puis, s'il l'a pas fait, le jour où il a un sujet de perf, il va comprendre que ça lui a manqué. Ouais. Tu vois, tu peux pas arriver vers ta RH en lui disant, lui, il est performant, qu'est-ce qu'on fait entre guillemets, je le veux plus dans mon équipe. C'est pas possible. Nous, on est là pour lui expliquer, est-ce que tu l'as accompagné? Est-ce que tu as fait un plan de retour à la perf? C'est pas forcément un gros mot. L'insuffisance professionnelle, juridiquement, ça existe dans la loi. Mais tu mets pas ça en place comme ça du jour au lendemain, en fait. Tu as une responsabilité en tant que manager de faire en sorte que ton collaborateur il soit performant. Donc si vraiment il l'est pas après tout ce qu'on a mis en œuvre, là effectivement on pourra se poser la question, en discuter ensemble et mettre les actions qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais c'est pas quelque chose que tu fais comme ça du jour au lendemain. Coucou la RH. Ouais. Et le suivi d'objectifs, vous le faites sur vos propres outils, j'imagine, peut-être? Ouais. Alors, c'est vrai que l'avantage, effectivement, c'est que nous, on vend des outils RH. C'est ça, on a les nôtres, ouais. On a les nôtres, ouais, complètement. Génial. Mais ouais, c'est vraiment des indicateurs qu'on va regarder. Mais tu vois, tu peux aussi te poser la question, est-ce que c'est normal que t'aies pas finalement tant de personnes qui s'en vont chaque année et que ton turnover il soit si bas que ça, tu vois? Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est pas forcément normal en fait. Tu peux dire super, j'ai retenu tous mes talents. Ouais, mais ça veut dire que tu retiens aussi ceux qui sont pas bons. Parce que tu peux pas te dire que dans une entreprise, tout le monde est toujours hyper performant. C'est pas possible. Ou alors, vraiment, on a beaucoup de chance. donc, c'est là aussi qu'il faut challenger un petit peu les managers. Peut-être une mauvaise évaluation des objectifs, c'est ça. Ouais. Okay. Donc, intéressant. Et comment tu t'assures de ça? Comment tu peux pas. Oui, c'est ça. Non, soyons honnêtes, c'est compliqué. Toi, quand tu as une population de 3, 4, 500 personnes, c'est compliqué. À part sensibiliser le management sur ces sujets et le challenger. Tu vas pas regarder personne par personne. Non. Ok. Peut-être dans des plus petites structures, mais en fait, après, tu as un peu l'impression d'être infantilisant auprès de ton manager. Tu vas pas regarder tout ce qu'il fait. Ouais, c'est le rôle du manager et c'est le rôle du N+1 aussi. Ouais, complètement. Ok. Donc pour toi, la performance, c'est le job du manager. Carrément. Ouais.
Très clair. Moi, je suis là pour l'aider, mais pas pour faire à sa place. Et en fait, quand je dis non sur des sujets à un manager, c'est pas pour l'embêter, tu vois. Ok. On parle beaucoup de toi qui es au cœur, en tant qu'HRBP, au cœur de l'entreprise. On parle beaucoup d'entreprises sans RH, notamment aux États-Unis. C'est une nouvelle mode, une nouvelle tendance. Qu'est-ce que toi tu vois du terrain si demain on enlevait tous les HRBP, toute la fonction RH de ces guides, comment tu perçois les choses? Bon, il y en a peut-être qui se diraient cool, ils vont nous laisser tranquilles, les RH. Mais est-ce qu'ils ne seraient pas un peu tristes le jour où ils ont vraiment un problème à gérer et qu'on ne soit pas là? Je ne sais pas. Honnêtement, la RH, c'est très large. Ça dépend ce qu'ils entendent par RH. Quand ils disent une entreprise sans RH, il y a bien quelqu'un qui gère la paye, il y a bien quelqu'un qui gère les contrats. Ce serait plutôt des prestataires. Okay. Donc, toi, il ferait appel à un avocat externe, gestion de la paye externe, tu vois. Donc, ils passent plus par de l'interne, mais vraiment, ils vont externaliser. Et finalement, le manager gère finalement à cette fonction de RH. Tu vois, s'il est bon, pourquoi pas. Non, je pense qu'il y a des choses qui manqueraient. Les dirigeants, ils incarnent les valeurs, les managers aussi. Par contre, tu as quand même une certaine animation et pas mal de process qui viennent quand même des RH. Et quand on parle, par exemple, de tout ce qui est avantages sociaux, tu vois, c'est des choses que alors peut-être moins aux États-Unis, mais en tout cas en France, c'est des choses que tu vas co-construire avec tes partenaires sociaux, avec tes élus. Et c'est hyper important parce que tu as la voix du terrain, la voix du salarié. Quand on parle de représentants des salariés, c'est pas juste la casquette syndicale, c'est vraiment que tu as besoin des fois de co-construire des choses. Et c'est comme ça que tu as des super accords qui apparaissent. Et ça, comment tu veux le faire sans un expert juridique en relations sociales, sans quelqu'un qui a cette analyse un peu systémique de l'humain, des enjeux, de la stratégie de l'entreprise. Ça te paraît compliqué? Des compétences, ouais, moi ça me paraît quand même compliqué, ouais. C'est clair. Et donc comment tu arrives, toi tu parlais de build et de run et que finalement la fonction HRBP c'est principalement donc beaucoup de run. Donc, ouais. Tu peux peut-être expliquer les deux différences? Ouais. Ce que j'appelle du run en tant que HRBP, ça va effectivement parler à ceux qui travaillent dans la tech. C'est qu'en fait, on a un quotidien hyper rythmé. C'est le day-to-day, c'est ce que tu as à produire, c'est ce que tu as à faire, une campagne à piloter, des entretiens d'intégration, des entretiens de départ, ce que je te disais tout à l'heure. Tes journées se ressemblent pas. Et des fois, c'est des choses qui arrivent le jour même, que tu dois résoudre le jour même. Un manager en panique qui arrive, etc. Ou tes rituels, tout ça, pour moi, c'est du run. Parfois, c'est épuisant. Faut pas se leurrer. Quand tu as beaucoup de sujets, surtout comme je te disais, quand tu es dans des périodes de transfo, de réorg, etc., c'est crevant. Et le fait d'avoir un peu des projets de build, en tout cas moi personnellement, ça me nourrit vachement. T'es plus stratégique en fait. Complètement. Ça te permet de structurer des nouveaux process, ça te permet de sortir de ton quotidien, ça te permet de prendre un peu de hauteur, puisque quand tu es dans le quotidien, dans le run, des fois tu oublies un peu de prendre de la hauteur, donc ça permet ça. Et moi typiquement, j'ai un peu tendance à vite lever la main dès qu'il y a un projet un peu transverse, parce que j'adore être proche du terrain, j'adore le run, mais j'ai aussi besoin de me nourrir d'autres choses. Et puis c'est comme ça que tu te développes aussi en tant que salarié, parce qu'on est aussi des salariés, nous les RH. Oui. Et là, si tu veux des exemples, j'ai travaillé sur un guide parentalité avec un autre service. J'ai travaillé sur un chatbot RH avec de l'IA. Génial. Voilà, dès que tu as des petits projets un peu comme ça, transverses, et moi, ça me nourrit. Et je pense que c'est important parce que c'est des choses qui vont servir en fait après tes managers et tes salariés.
Là, on va faire juste une petite pause avant Ouais. de continuer. Si vous êtes RH, recruteuse, recruteur et que vous avez envie de développer vos compétences, alors j'ai juste envie de vous parler du Temple RH 2 secondes. Le Temple RH, c'est un centre de formation, mais pas seulement. C'est aussi une communauté de professionnels RH qui veulent reprendre une place stratégique, gagner en crédibilité, en posture et en impact sans se renier. On y forme bien sûr sur des sujets de recrutement, de marque employeur, de communication RH, mais aussi de leadership et de posture RH pour aussi faire des formations autour de la digitalisation des processus RH grâce à l'IA et à l'automatisation. On forme bien sûr en entreprise et en formation individuelle. Alors si ça résonne avec vos envies, je vous mets le lien en description et on reprend l'épisode. Alors maintenant, on va plutôt parler du rôle peut-être interne des RH. Comment se faire une place quand tu arrives dans une toute nouvelle organisation en tant que HRBP, personne te connaît. C'est quoi quels conseils en fait tu pourrais donner? C'est une grosse période d'observation. Et puis d'essayer de comprendre un peu les jeux de pouvoir, la place de la RH, jusqu'où on peut aller, qui est-ce qui prend les décisions, est-ce qu'il y a des choses à structurer, est-ce qu'on est un peu plus dans une entreprise où on a toujours fait comme ça, ou est-ce qu'on est plutôt dans une entreprise où cool, il y a de l'innovation et on a envie de tout chambouler. Euh, pour moi, ça c'est hyper important et puis il faut tout de suite poser des limites. On est on n'est pas des sauveurs. On n'est pas des sauveurs, mais on n'est pas non plus des flics. En fait, on est des partenaires. Et donc, c'est ça, c'est nouer cette relation de confiance avec le terrain, avec les managers, avec les directeurs, en disant, bah, en fait, on est là pour travailler ensemble, on a un objectif commun, c'est que l'entreprise fasse de la croissance, que les gens s'y sentent bien. Et comment on va faire ça ensemble, en fait. Donc finalement, enfin, moi c'est ce que j'aime bien dire, on vit dans un monde capitalistique, mais on peut faire entre guillemets de l'argent et donc avoir de la croissance, tout en ayant en fait une vision humaniste aussi en fait. Ah bah oui, complètement. Moi, en tout cas, je me retrouverai pas dans une entreprise où il n'y a pas ces valeurs humaines. On sait, bon, ben voilà, en entreprise, les RH n'ont pas forcément bonne réputation. Il y a quand même pas mal de bashing RH. Donc, comment toi, tu sensibilises sur ton rôle que la RH, c'est pas que faire des contrats de travail, la RH, c'est pas que virer des gens. Comment tu sensibilises au quotidien quand tu as potentiellement un salarié ou un manager qui te valorise pas, qui valorise pas ton rôle et où tu dois finalement faire ta place? Bah, c'est par la preuve, en fait. Il va avoir son a priori, et puis le jour où il va avoir besoin de toi, il va savoir où te trouver quand même, hein, il faut pas se leurrer. Et puis, nous, RH, on doit faire hyper attention, parce que comme je disais, on n'est pas des sauveurs, mais si on commence effectivement à soit prendre ce rôle, t'appliques les process, peu importe si t'es d'accord ou t'es pas d'accord, t'as pas le choix. Tu l'appliques, c'est comme ça. Là, c'est sûr que ça va pas passer. Et si de l'autre côté, en fait, ben, tu fais tout à la place du manager, ça passera pas non plus. Donc, il faut vraiment arriver à trouver sa place parmi ces deux côtés, parce qu'on ne veut pas infantiliser le manager, on veut l'aider, on est là pour lui. Et puis, ben, quant au salarié, finalement, ben, lui, si son manager, il s'occupe bien de lui, ben nous, on a fait un peu un travail de l'ombre, il le sait pas, mais du coup, il va pas avoir une mauvaise opinion des RH, parce que ça veut dire que le manager, il a le courage, il porte ses sujets, il remet pas tout sur la RH non plus. Ok. Et comment t'évalues alors, comment t'évalues alors ta place que tu as en interne? Quels signaux, par exemple, tu vas regarder en te disant, OK, j'ai peut-être changé la vision qu'une personne pouvait avoir sur mon métier ou sur les RH. Ouais. Ouais, c'est des petits succès du quotidien, un recrutement qui a bien fonctionné,
un primo manager qui a les bonnes pratiques managériales, une transfo qui s'est passée sans trop de casse. Et puis après, c'est le feedback aussi. Moi, en ce moment, j'ai des feedbacks hyper sympas de mes managers et de mes directeurs. Et en fait, ça fait du bien. Donc ça, c'est tous les ans où il y a une prise de feedback, c'est ça? Ouais, on se le fait un peu naturellement. Mais je pense que la culture du feedback est importante aussi chez nous. Donc ça fait du bien. Et puis là où tu le vois aussi, c'est qu'on vient plus te voir juste quand il y a quelque chose qui va mal. En fait, c'est que les changements stratégiques, les décisions, en fait, on t'en parle en amont. Et là, c'est hyper bien parce que du coup, tout de suite, tu peux sécuriser en disant, en fait, attention, si tu fais ça, potentiellement, tu as un impact sur le contrat de travail. Ou alors, peut-être que tu consultes ton CSE. Ou en fait, là, va peut-être falloir que tu accompagnes le changement. Et tout ça, tu le fais en amont. Et tu aides dans la réflexion. Tu décides pas à la place des dirigeants, c'est leur job. Mais en fait, tu les aides quand même à poser les choses. Donc là, on est plus dans la prévention finalement que dans le fait accompli, quoi. Ouais, complètement. Et ça, c'est hyper important parce que ça t'évite après d'avoir des choses un peu compliquées à rattraper. Ouais. Toi, ça a été dur pour toi, potentiellement, d'avoir ce bashing RH au début, ou tu l'as pas vraiment ressenti dans tes entreprises? Non, franchement, je le ressens pas trop. Je le ressens plus sur la place publique, je trouve, qu'en entreprise. Ça m'est déjà arrivé qu'un manager ait plus très envie de me parler parce qu'il a été recadré et pas par moi, hein, par son propre manager, mais je pense que son propre manager n'avait pas eu vraiment le courage de lui dire qu'il avait pris la décision et que c'était les RH, tu vois. Mais franchement, c'est à la marge globalement. Effectivement, la relation se passe bien, donc tant mieux. Non, ça, c'est chouette. Tu partageais aussi, donc tu prends progressivement donc la parole sur les réseaux sociaux et donc d'apporter en tout cas ta voix au métier. Et tu partageais notamment que pour toi, le poste de DRH n'était pas forcément un objectif en soi en temps dans ta carrière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'évolution d'une carrière RH, c'est-à-dire, c'est plus finalement potentiellement le poste de DRH qu'on peut viser quand on commence ses études, mais potentiellement des postes de HRBP, d'autres fonctions. Ouais, et c'est marrant parce que tu vois, hier soir, j'étais dans mon ancienne école avec d'autres alumni et on présentait nos métiers aux étudiants RH. Ah, j'adore, ok. Donc on en a un peu parlé de tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort de ces discussions? Les étudiants se posent beaucoup de questions finalement sur est-ce que je dois commencer par le recrutement ou non, est-ce que je dois être expert ou est-ce que je dois être généraliste, et puis combien je serai payée, et puis est-ce que je vais manager en sortant des études. Enfin voilà, ils se posent vraiment beaucoup de questions et ils se rendent pas encore compte du panel de fonctions RH qui s'offrent à eux. C'est vrai que le DRH est hyper visible. Membre d'un COMEX, qui participe à la stratégie, très bien payé, etc. Dans des profils assez carriéristes, dans le bon sens du terme, mais ça envoie des paillettes. Je pense qu'ils connaissent pas vraiment l'arrière-boutique. La position du DRH est très difficile. Au-delà de manager une équipe, donc tu as quand même ce rôle de management, tu portes des décisions qui peuvent être hyper compliquées côté entreprise en fonction de ton secteur d'activité, de l'actualité de ton entreprise. Tout à fait. Et si tu veux, moi, après, c'est aussi ma personnalité, je visais pas effectivement ce côté autorité, pouvoir, carrière verticale. Je visais vraiment là où je trouvais qu'il y avait de l'impact, où c'était intéressant, etc. En tout cas, ça, c'était pour mes débuts de carrière. Je te dis pas que dans 5 ans, je ne viserai pas un poste de DRH. Mais effectivement, tu vois, la question, je commence à me la poser après 20 ans d'expérience et de carrière, pas en sortie d'études, quoi. Mais finalement, la question, c'est pas se dire il faut mieux valoriser les métiers d'expertise RH, parce que quand on voit, c'est vrai, certaines familles de métiers qui ont des paliers de rémunération qui bougent plus, malheureusement, c'est dommage, alors que en effet, c'est toujours de se dire, si je veux augmenter mon pouvoir d'achat et augmenter mon salaire, ce qui est logique, je suis obligée de passer sur ce côté management. Alors que finalement, on pourrait avoir un super parcours en tant qu'expertise et être
autant bien payé, entre guillemets, qu'un DRH parce que j'ai une expertise Compen-Ben, j'ai une expertise recrutement, j'ai une expertise autour de la formation, j'ai une expertise autour du management. Ouais, complètement. T'as des métiers qui sont très peu connus. Hier, t'avais des étudiants qui avaient du mal à comprendre la différence entre, tu vois, tout ce qui est Compen-Ben et la paye, tu vois. Ah oui, mais c'est normal, c'est les débuts de carrière. Et en fait, on discutait avec une personne qui était Compen-Ben dans un grand groupe de conseil. Et il disait, mais moi, demain, je change de job comme je veux. Je suis hyper bankable sur le marché. Parce que c'est des métiers d'expertise qui sont hyper intéressants. Et c'est pas que du Excel, c'est pas que du chiffre, en fait. C'est toute la rémunération périphérique, les avantages. C'est fou, ouais. Il y a plein de choses hyper intéressantes sur ces métiers-là. Et moi, j'ai fait de l'expertise sur la partie formation. Je m'en suis éloignée parce que je voulais être proche du terrain. Je pense qu'en fait, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Et qu'en fait, t'as pas de carrière toute tracée et que t'as le droit de revenir en arrière, t'as le droit de faire un pas de côté, t'as le droit de changer d'avis, de te planter. L'avantage, c'est que t'as une vingtaine de métiers différents en RH. Et c'est la beauté du métier, c'est qu'il y a plein de familles. Et finalement, en effet, cette expertise va se faire valoriser plus tard financièrement parce que tu as 15 ans d'expérience Compen-Ben et c'est en effet, et la paye aussi, c'est des expertises qui sont aussi très recherchées. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode. J'ai encore 2 questions pour toi. Si demain, tu pouvais changer une seule chose dans le monde du travail et du droit français, ce serait quoi ? Oh là là, le droit français est hyper compliqué. Ce serait bien qu'on simplifie un peu. Ce serait quoi que tu aimerais vraiment plus avoir en France ? Je réfléchis. Moi, ce qui m'embête en France, alors c'est pas du droit du travail, c'est la culture du présentéisme. Ça me rend folle, ça. De finir à 19h finir à 19h pour bien me faire voir. Ouais. Oh là là. Si on pouvait arrêter ça, ce serait génial. Okay. Et puis, en plus de cette culture du présentéisme, mais ça peut être encore objet d'un autre débat, mais je trouve que ça pénalise beaucoup les femmes, pour le coup. C'est vrai, tout à fait. Et enfin, quel est l'ARH ou le RH qui t'inspire au quotidien et que tu nous recommandes dans ce podcast ? Oula, ça va être hyper compliqué parce qu'en fait... tous les RH qui m'inspirent aujourd'hui, c'est ceux qui prennent la parole. Et ils prennent la parole grâce à toi. Et ils te connaissent déjà. Tu les connais déjà tous. Et si tu as une personne peut-être que je connais pas, un mentor qui t'a aidé, quelqu'un qui a peut-être une vision un peu intéressante des RH, qui a mis en place quelque chose... Je réfléchis. En fait, j'ai pas spécialement eu de mentor. J'ai plutôt vraiment eu des personnes inspirantes dans tout mon parcours et des personnes qui sont pas du tout visibles sur les réseaux. Par exemple, quand j'ai commencé chez ABB, il y a eu plusieurs changements de DRH et donc la DRH, quand je suis partie, elle était hyper jeune. Okay. Elle a fait toute sa carrière chez ABB. Elle a pris un poste de direction, peut-être, je sais plus à quel âge elle avait à l'époque, une trentaine d'années. Et elle y est toujours. Ah, génial! Elle y est toujours. Et tu vois, ça, c'est des gens qui sont hyper engagés, qui ont la marque de l'entreprise dans la peau, etc. Ça, c'est on hyper n'en voit plus intéressant. trop maintenant, des carrières longues, finalement. C'est les nouveaux rebelles du monde du travail. Bah, écoute, tu me donneras son contact et si elle en a envie, on pourra parler de ce sujet-là. Écoute, merci Émilie, c'était ta première en tout cas sur un podcast. Tu t'en es super bien sortie. Merci d'avoir partagé en tout cas ton rôle de HRBP chez Cegid et nous on se dit à très vite. À très bientôt, au revoir.